Si les Iraniens acceptent toutes les demandes américaines lors des négociations, je pense que les Américains l'accepteraient. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Arrête de minimiser l'islam dans cette équation, d'accord? Tu ne peux pas comparer cela aux autres guerres parce que c'est une guerre idéologique et religieuse. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël Indiplomatique. Je suis votre animatrice Ruthie Bloom et je suis ici avec mon co-animateur Marc Regev. Mais nous ne sommes pas en studio aujourd'hui à Jérusalem à cause de la guerre avec l'Iran. Nous diffusons à distance. Je suis à Tel Aviv. Marc est dans un lieu tenu secret. Et cela résume à peu près ce que nous traversons en ce moment. Maintenant, je vais simplement commencer en disant que ces dernières semaines, tous ceux qui ont regardé notre émission ont vu que Marc et moi avons débattu à plusieurs reprises pour savoir si le président Trump était en train de conclure un accord avec la République islamique pour éviter ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre. J'ai toujours soutenu qu'il était peu probable qu'il ne le fasse pas et que la République islamique ne conclurait jamais d'accord. Et maintenant, il y a quelques jours à peine, les Israéliens se sont réveillés au son des sirènes et sous des salves de missiles venant d'Iran. Alors maintenant, Marc, reprenons à partir de là. Dis-moi comment tu te sens maintenant par rapport à tout ce dont nous avions parlé avant cette guerre. Donc, évidemment, nous ne savions pas que ça allait éclater comme ça samedi matin. Ça m'a pris par surprise. Je faisais une randonnée avec un ami et soudain, nous avons dû rentrer en courant chez nous parce que les sirènes retentissaient. Je pense que ça a surpris la plupart d'entre nous, sauf le tout petit groupe de personnes qui étaient au courant. Je dirais la chose suivante, Ruthie. Je pense qu'il y a un problème conceptuel dans la façon dont tu formules la question, parce que tu dis qu'il y a soit la diplomatie et un accord d'un côté, soit de l'autre côté, la guerre et les combats. Je ne crois pas que ça marche ainsi dans la réalité, c'est toujours nuancé, jamais noir ou blanc, mais un mélange. Et souvent, la force militaire peut être utilisée pour accélérer un accord politique. Je crois que c'était Clausewitz, l'Allemand, le Prussien, devrais-je dire, le philosophe de la guerre et de la stratégie. Il a dit, et c'est une évidence, oui, que la guerre était la politique par d'autres moyens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Deux événements hier m'ont fait penser qu'un accord reste possible. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vais te dire deux choses, Ruthie, et je pense qu'elles sont toutes deux très sérieuses. Hier, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre entre le président Trump et la chancelière allemande en visite à la Maison-Blanche, on a demandé au président s'il existait une direction alternative. Le président a déclaré « Nous avions quelques noms en tête, mais ils ont été tués lors des frappes américaines et israéliennes à Téhéran. » Cela signifie qu'il pensait à des personnes au sein de la direction du régime. Il les considérait comme une direction alternative. À ce moment-là, quand il a dit cela, il l'a dit spontanément. Il ne l'a pas dit parce qu'il lisait des notes. Mais il était clair pour moi qu'au moins, cela m'a rappelé une situation à la Maduro. L'autre sujet qui a été abordé était une interview la veille au soir sur Fox News du vice-président Vance, qui a dit que l'objectif était d'essayer de changer l'état d'esprit des Iraniens, qu'ils comprendraient qu'ils ne pourraient jamais avoir une arme nucléaire et qu'ils adopteraient des politiques en conséquence. Donc, si vous voulez changer l'état d'esprit, cela signifie que vous voulez changer l'état d'esprit du régime et non changer le régime. Je suis entièrement d'accord avec toi, Ruthie. Les États-Unis préféreraient voir un régime différent en Iran, tout comme Israël le souhaiterait. Mais mon impression, d'après ces deux commentaires, c'est que la pression militaire, si les Iraniens acceptent toutes les demandes américaines lors des négociations, je pense que les Américains accepteraient. D'après ce que j'ai entendu au cours des dernières 24 heures, ils seraient d'accord avec cela. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tout d'abord, commençons par J.D. Vance, d'accord? N'écoute pas ce que dit J.D. Vance. J.D. Vance fait partie de l'aile de l'administration qui est, pour le moins, douteuse. Et écoutons plutôt le secrétaire d'État Marco Rubio. Et puis j'ajoutais que même l'envoyé spécial Steve Witkoff a également accordé une interview à Fox à Sean Hannity. Et dans cette interview, Steve Witkoff, tout ce qu'il veut faire, c'est conclure des accords.
D'accord, on ne peut même pas soupçonner qu'il soit un va-t-en-guerre. Et même lui a dit « nous y sommes allés, nous avons essayé et tout ça ». Ils ont dit que leur point de départ était qu'ils en auraient suffisamment, qu'ils en ont déjà suffisamment. Nucléaire, uranium enrichi pour 11 bombes nucléaires et elles seraient prêtes en une semaine, ou 11 bombes nucléaires et ils seraient prêts en une semaine. Et même Steve Witkoff a dit qu'il était clair dès la deuxième réunion qu'ils ont eue qu'il n'y avait rien à discuter. Le président Trump a aussi été interrogé cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a encore? Il a dit « oui, l'Iran veut discuter ». C'est trop tard. De plus, il n'y a pas, vous savez, il se peut, c'est vrai, Trump dit des choses. Comme il a dit, eh bien, nous les avons éliminés, puis nous avons éliminé le deuxième niveau. Je n'ai pas compris cela comme s'il le considérait de la même manière qu'avec Maduro et le Venezuela, ce qui est une situation complètement différente. J'ai compris que Trump plaisantait quand il a dit « Eh bien, je crée aussi des emplois en Iran parce qu'on a éliminé tous ses dirigeants, n'est-ce pas ?» Et en ce moment, nous sommes au plus fort de cette guerre qui devra se terminer. Tu parles d'un accord et toutes les guerres sont de la politique par d'autres moyens. Oui, défaite contre victoire. Non, ce n'est pas « faisons un accord et donnons aux perdants une chance de négocier et de fixer certaines de leurs propres conditions ». Pas question et jamais Israël ne le permettra. Et d'ailleurs, Marco Rubio l'a répété encore et encore, même si, tu sais, je sais, les antisémites et d'autres personnes anti-guerre accusent Israël d'être derrière tout ça ou de pousser l'administration Trump dans cette guerre, ce qui est absolument absurde. Trump n'est poussé à rien et il l'a même dit lui-même. Et Marco Rubio a été accusé d'avoir dit « oui, c'est Israël qui a commencé ». Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a précisé plus tard que cela avait été intentionnellement déformé et c'était le cas. Ce qu'il a dit, c'est « non, non, Israël ne l'a pas fait. Nous devons le faire. Cela aurait dû être fait de toute façon. » Donc, tout d'abord, je répondrai en disant ceci. Hier soir, Trump a également dit, lors de sa conversation à la Maison-Blanche avec l'Allemand, en répondant aux questions, il a dit que les Iraniens sont fous, que les Iraniens, je crois qu'il a dit, sont mentalement dérangés. Et il a dit toutes ces choses sur le régime qui, bien sûr, sont correctes. Le régime est un régime très, très problématique, extrémiste et haineux. Et souvenez-vous de la nuit où la guerre a éclaté, ou plutôt du matin en Israël, de la nuit en Amérique, il a publié une vidéo où il a parlé de tous les péchés de l'Iran, en remontant jusqu'à l'assassinat de marines américains au Liban. C'était il y a quoi? 30, 40 ans? Oui, et c'est un régime qui a pris des otages, et oui, tout cela est vrai, et Trump sait que c'est vrai. Je pense toujours, Ruti, que si nous sommes en guerre aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'Amérique ne voulait pas d'accord, mais parce que l'Iran a refusé de jouer le jeu sérieusement. Et cela, je pense, du point de vue américain, c'est justement le point qui n'est pas clair. Toute la douleur qui a été infligée à l'Iran par les États-Unis et Israël, les attaques aériennes, l'élimination des hauts dirigeants, la destruction de leurs bureaux gouvernementaux, la destruction de leur défense aérienne, la destruction de leur marine, la destruction de leurs radars, la destruction de leur commandement et contrôle. Ils ont vraiment encaissé coup sur coup. Et le fait qu'ils tirent simplement de façon indiscriminée dans le Golfe arabe montre à quel point ils sont désespérés, n'est-ce pas? Les choses s'effondrent là-bas. La question demeure, et je pense que c'est une question. Je n'exprime pas ici une opinion ferme. S'ils continuent à adopter cette position dure en disant qu'ils ne feront aucune concession sur quoi que ce soit d'important, et tu as raison. C'est exactement ce qu'a dit Steve Witkoff. D'autres personnes bien informées savent que c'est 100% vrai. Les Iraniens n'ont montré aucune modération sur aucune question de fond pendant les négociations. Les États-Unis ont eu raison de dire « Très bien, si vous voyez les négociations ainsi, vous nous forcez à recourir à la force militaire. Mais si maintenant, avec un pistolet sur la tempe, avec toute la destruction autour d'eux, est-ce possible? Possible. Je pense que la probabilité est très faible que finalement le régime iranien vienne et dise « Nous acceptons les conditions américaines ». Maintenant, je pense que la probabilité est faible. L'une des raisons pour lesquelles elle est faible, c'est que l'Iran n'a pas de dirigeants en ce moment. Ils ont ce triumvirat de 3 dirigeants, ce qui signifie que chacun va surveiller ses arrières. Et leur capacité à faire preuve de flexibilité, je dirais, n'est pas très élevée. Donc, je m'attends à ce que la guerre continue,
Mais je parle de la possibilité théorique que les Iraniens soient prêts à rejoindre les Américains sur ces lignes rouges américaines fondamentales concernant le programme nucléaire et le programme de missiles. Je pense que si les Iraniens font cela, je crois que les États-Unis suspendront au moins les hostilités et verront si les Iraniens sont vraiment sérieux. D'accord? Alors tout d'abord, ne les appelons pas les Iraniens. Les Iraniens sont les gens qui célèbrent en acclamant Bibi Netanyahou et le président Trump et en dansant dans les rues. Et quand ils ne manifestent pas dans les rues en ce moment, même Trump leur a conseillé de rester chez eux pendant que les missiles volent et de ressortir manifester quand les choses se calmeront. Deuxièmement, quand vous dites que si le régime devait accepter un accord, non, ces mots-là ne le feront pas. C'est une théocratie avec une idéologie très stricte. Ce n'est pas un autre acteur géopolitique ordinaire. C'est pourquoi c'est différent du Venezuela pour de nombreuses raisons, mais c'est différent. Différent parce que les Vénézuéliens, le gouvernement vénézuélien, aussi mauvais soit-il, n'était pas djihadiste, islamiste. C'est différent. Et donc, ce qui pourrait vous inquiéter en ce moment, comme je sais que c'est le cas pour certaines personnes, c'est qu'ils ne se rendront jamais et ne concluront jamais d'accord. Même s'ils faisaient un accord, ce serait un mensonge. Mais si jamais ils le faisaient, ce qu'ils feraient, ce serait de lancer peut-être des missiles nucléaires. Simplement, tu sais, comme un dernier baroud d'honneur parce qu'ils croient aussi qu'ils vont aller au paradis et... à la fin, ils aimeraient tuer autant de juifs, de chrétiens et d'infidèles que possible dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter. Dire qu'ils vont trouver un accord, c'est comme dire que si ma grand-mère avait des roues, elle serait un bus. D'accord? Tu pourrais avoir raison, Ruti, mais aussi te tromper. D'autres exemples historiques montrent que des régimes extrémistes ont compris qu'ils étaient dans une impasse et ont dû changer de politique. Reagan a forcé Gorbatchev en Union soviétique, qui était autrefois une superpuissance idéologique avec une ambition mondiale, et il les a forcés à changer leur politique. À la fin, l'empereur du Japon est devenu un allié américain fidèle, même s'il avait commis des actes horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont attaqué les Américains à Pearl Harbor. Ils ont maltraité les prisonniers de guerre américains. Ils étaient intraitables sur tous ces points, et pourtant les gens peuvent changer. Maintenant, je suis d'accord avec toi pour dire que je pense que la probabilité de cela est faible. Je pense que tu as raison. Ce gouvernement a quelque chose de suicidaire et semble très dysfonctionnel en ce moment à cause des attaques. J'aimerais qu'il change. Il est possible que le changement vienne de l'intérieur du régime cependant et non de la rue. L'une des choses que j'entends sans cesse, c'est que le régime est très impopulaire. Toi et moi, nous le savons tous. Nous avons aussi les gens dans la rue qui réclament sa chute. Mais si seuls 10% de la population soutiennent le régime, soit probablement une estimation réaliste, cela représente tout de même 8 ou 9 millions de personnes. Et ce sont eux qui ont les armes, n'est-ce pas? Donc, leur capacité à maintenir le pouvoir par la répression interne, je ne pense pas qu'il faille la sous-estimer. Les Iraniens qui sont descendus dans la rue ont été abattus à la mitrailleuse. Le président Trump avance maintenant le chiffre de 35 000 personnes tuées lors de ces manifestations, n'est-ce pas? Par le gouvernement qui a utilisé des mitrailleuses contre, si j'ai bien compris, des manifestants non armés. Donc, il s'agit d'un régime impitoyable, totalitaire et belliqueux. Il est possible que l'Occident, surtout Israël et les États-Unis, n'aient pas le choix, car beaucoup d'autres pays sont hors jeu. Israël et les États-Unis n'auront pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout et nous devons gagner. Mais je dirais, Ruti, et c'est peut-être là qu'il y a une différence idéologique, la victoire peut être une victoire militaire et la victoire peut aussi être autre chose. Je te rappelle qu'après Hiroshima et Nagasaki, les Japonais se sont rendus. Un accord négocié a toutefois permis à l'empereur du Japon de rester en place. Si tu avais ce genre d'accord négocié, mais que tu obtenais ce dont tu avais besoin sur d'autres questions, n'est-ce pas possible? Et oublie ce que je pense. Si je comprends bien, c'est aussi la préférence de l'administration Trump. Tout d'abord, on ne peut pas comparer un régime islamiste aux autres, le qualifier d'extrémiste, de totalitaire. Il est tout cela, c'est religieux. De plus, au Japon et en Allemagne, les États-Unis ont dû occuper ces pays et s'assurer qu'ils effectuaient leur transition. Et ici, les Américains ne veulent pas de ce qu'ils appellent, vous savez, une guerre sans fin et ne veulent pas faire cela en Iran.
Donc, c'est une situation complètement différente. Et arrête de minimiser l'islam dans cette équation, d'accord? Tu ne peux pas la comparer aux autres guerres parce que c'est une guerre idéologique et religieuse. Le fait que les mollahs soient aussi corrompus, qu'ils volent de l'argent et cachent leur argent ailleurs, etc., ceux qui ne sont pas encore morts, c'est autre chose. On peut aussi être mauvais, corrompu, religieux et toutes ces choses à la fois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut les vaincre militairement jusqu'à ce qu'ils se rendent. S'ils ne se rendent pas, on continuera simplement à les tuer. Et si les États-Unis ne le font pas, alors Israël devra le faire. Nous devrons continuer. Maintenant, c'est une merveilleuse opération conjointe. C'est différent de la guerre de 12 jours en juin qui a commencé par une opération israélienne. Puis l'administration Trump, l'armée américaine, s'est jointe à l'opération. C'était magnifique. Et cela a effectivement affaibli les sites nucléaires, disons les capacités nucléaires. Le problème, c'est que nous n'avons pas terminé le travail et donc ils ont recommencé à le construire. Et il est aussi vraiment crucial de noter que l'une des choses, vous savez, pour arrêter cela, je sais que Trump aime se concentrer sur le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire. Mais vous savez, les missiles balistiques à courte portée représentent une énorme menace pour l'Amérique et Israël. Et pourquoi? Les missiles à courte portée, parce qu'ils peuvent abattre des avions. Et la beauté de la guerre de juin, c'est que nous, je dis Israël et l'Amérique, avons totalement affaibli leur défense aérienne. Et maintenant, les missiles à courte portée peuvent abattre des avions israéliens et américains. Et ça, c'est une énorme menace, même avant d'en arriver à la menace d'une guerre nucléaire. Donc, il y a de nombreux types de menaces qui émanent de l'Iran. Il y a aussi ces groupes affiliés, comme nous l'avons vu. Le Hezbollah du Liban vient de rejoindre à nouveau les combats. Je dis à nouveau parce que le Hezbollah combat Israël depuis des années, mais nous étions dans un soi-disant cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, qu'ils ont bien sûr violé à plusieurs reprises. Et nous avons dû tondre la pelouse là-bas. Mais cette fois, ils ont rejoint la guerre avec l'Iran et nous avons dû courir aux abris. Il y a eu quelques tirs de missiles depuis le Liban. D'ailleurs, il y a moins de temps. L'alerte est plus courte. Il y a moins de temps pour se rendre à un abri quand cela vient du Liban que de l'Iran. Puis-je, tu as dit quelque chose qui devait être dit. Tu as dit, et je suis d'accord, que les Américains ne veulent pas occuper ni envoyer de troupes au sol, ce qui rend la situation différente du Japon et de l'Allemagne. Et donc, je dirais que si c'est la situation, il faut l'accepter et je pense que c'est vrai. Tu sais, on l'a déjà dit dans le podcast, Trump dit qu'il n'est pas Obama, mais il n'est pas non plus George W. Bush. Il ne veut pas s'engager dans une longue occupation avec des troupes au sol qui mettraient les soldats américains en danger sur une longue période. Il est très judicieux dans la façon dont il utilise la force. Donc, si cette option a été écartée, oui, et qu'il n'y a pas de soulèvement populaire, donc, au final, il faudra traiter avec le régime. Maintenant, la stratégie américaine est, et j'espère vraiment que ça va marcher, et Israël est d'accord avec ça, c'est que nous allons frapper des cibles du régime. Nous allons frapper les gardiens de la révolution. Nous allons frapper les Bassidjis. Nous allons frapper leur commandement et contrôle. Nous allons frapper leur direction politique. Avec un peu de chance, Trump dira bientôt « Sortez tout le monde » après avoir dit de rester chez soi car c'était dangereux. Un changement de régime par le peuple iranien résoudra tous nos problèmes, n'est-ce pas? Parce que dans cette situation, au final, la majorité en Iran veut être amie avec les États-Unis, amie avec Israël. Ils en ont assez de ces mollahs. Ils en ont assez de ce régime terrible, terrible. Est-ce que cela va arriver? Rien n'est encore joué. Et la vérité, c'est que tant Netanyahou que Trump savent que même si c'est le résultat qu'ils souhaitent, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Donc, si vous ne voulez pas de troupes au sol, d'occupation et d'imposer quelqu'un au peuple iranien, vous devez vous demander quel type d'arrangement proposez-vous comme alternative? Quelle est votre prochaine stratégie alternative? Parce que si vous dites tout ou rien et que vous n'êtes pas prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir le tout, vous pourriez finir avec rien. C'est pourquoi il est important de réfléchir à d'autres issues possibles ici. Je souhaite également revenir sur un autre point évoqué. Vous avez affirmé que le régime islamiste en Iran est inégalé, qualifiant ses membres de haineux, extrémistes, djihadistes et suicidaires. Eh bien, religieux. Religieux. Je dirais, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais mon père, comme vous le savez, est un survivant de l'Holocauste. Le nazisme était une idéologie extrémiste, haineuse et totalisante.
Et je ne vais pas dire lequel est meilleur ou pire, vous savez, l'islam radical ou le nazisme, même si j'aurais tendance à dire que le nazisme est probablement encore pire, mais je vous laisse en débattre avec moi si vous le souhaitez. Mais dire qu'il ne s'agissait pas de stratégies idéologiques, même si vous regardez le Japon à l'époque, avec l'empereur dans les années 30 et la première moitié des années 40, oui, dire que ce n'était pas un régime fondé sur une idéologie forte, voire sur un culte religieux de l'empereur, et de tout ce qu'il était perçu comme représentant, oui. Je pense bien sûr qu'il y a des différences. Mais dire que, d'une certaine manière, toutes les règles admises de la science politique ne s'appliquent plus maintenant, Ruti, c'est aller trop loin. Non, je ne pense pas que toutes les règles de la science politique ne s'appliquent plus. Ce que je pense, et je pense la même chose de George W. Bush, même si je crains qu'il ait été trop diabolisé, aussi bien par les républicains que par les démocrates, d'accord? Et ça, c'est un tout autre sujet. Mais lui, eux et tous les Américains, tout d'abord, les Américains ont une tradition de ne pas vouloir aller à la guerre, et cela inclut la Seconde Guerre mondiale. Au fait, d'accord. Les Américains n'aiment pas aller à la guerre parce qu'ils ont une belle vie et ils ne comprennent pas qu'il faut mettre des soldats sur le terrain si on veut protéger le reste de sa famille. Les Israéliens le savent déjà, d'accord? Les Américains n'ont jamais aimé ça. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, George W. Bush, comme tous ses successeurs et prédécesseurs, je suppose, n'a pas réussi à comprendre cela. Que l'idéologie islamiste, djihadiste, nécessite des experts du Moyen-Orient, des arabisants, des arabophones, des persanophones, à la CIA et partout ailleurs. Savez-vous que lorsque l'ambassade américaine a été prise en otage, à l'époque, c'était exactement au moment où le Shah a été renversé et où l'ayatollah Khomeini est revenu d'exil en Iran. Il ne se souciait pas de l'Iran. À son arrivée, on lui a demandé « Que ressentez-vous en revenant en Iran ?» Il a répondu « Rien », car tout ce qui lui importait, c'était de répandre l'islam dans le monde et de le dominer. Il ne se souciait pas de l'Iran. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Tout d'abord, l'Iran aurait dû être la cible après la guerre de Saddam, et Israël l'a dit depuis le début. Deuxièmement, il n'y avait jamais, au moment de la prise de l'ambassade américaine, la CIA n'avait pas de persanophone. Je vous le dis, il y a des experts du Moyen-Orient qui s'arrachent les cheveux quand ils entendent le jargon diplomatique des gouvernements occidentaux à ce sujet. Il faut avoir des personnes qui comprennent une culture avant de s'y attaquer ou même de discuter de changement de régime, etc., etc. D'accord. Et c'est un gros problème. Ça l'a toujours été et ça l'est encore. Et j'étais très heureuse d'apprendre que Trump n'a pas été influencé par les personnes qui n'y comprennent rien non plus. Il agit à l'instinct, c'est vrai, mais aussi grâce à beaucoup de renseignements. L'Amérique a vraiment de très bonnes personnes dans l'administration et dans l'armée. Et c'est aussi le cas d'Israël en ce moment. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas simplement appliquer les règles de la science politique à tout. Il y a ici une saveur culturelle particulière que les gens doivent apprendre. Si quelqu'un en Occident souhaite à la fois faire la guerre, mais aussi éviter d'envoyer des troupes au sol. Et d'ailleurs, Israël n'a jamais voulu de troupes américaines sur le terrain, nulle part. Et je dois vous dire que si Israël doit envoyer des troupes au sol en Iran, nous le ferons. Puis-je vous dire, J.D. Vance l'a aussi dit lors de la même interview sur Fox en évoquant un changement de mentalité. On lui a demandé ce qu'il pensait des critiques selon lesquelles Israël ne serait peut-être pas un bon allié. Et il a dit, et je pense que c'est très vrai, et j'espère que cela sera repris par la base républicaine, les gens qui soutiennent Trump, je veux dire, pendant des années, les États-Unis ont dit aux pays d'Europe, aux partenaires de l'OTAN, qu'il était temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Et il a parlé de l'Espagne hier soir quand il était avec l'Allemand, qui a même refusé de donner un montant minimal de son PIB, de leur produit intérieur brut, pour la défense, n'est-ce pas? Et donc, la critique de Trump envers les Européens était qu'il profitait du système. La vérité, c'est qu'entre la pression américaine et les actions russes, les Européens commencent enfin à investir plus dans leur défense. L'Amérique a maintenant un partenaire européen plus sérieux, raison pour laquelle la chancelière allemande a été chaleureusement accueillie à la Maison-Blanche hier, parce qu'il soulève désormais des questions.
et l'Allemagne ainsi que d'autres Européens jouaient un rôle plus important dans la défense de leurs propres intérêts, et ce n'est pas l'Amérique, vous savez, ces pays ne profitent plus de l'Amérique. Mais ce qu'a dit J.D. Vance hier, il a dit « Israël a toujours fait cela ». Israël est un pays qui ne demande pas de soldats américains sur le terrain. L'Amérique est un pays, Israël est un pays qui, vous savez, nous avons un service militaire national obligatoire que la plupart de nos jeunes accomplissent. Nous consacrons une grande part de notre budget à l'armée et demandons aux Américains d'être nos alliés et amis. Mais nous sommes prêts à nous battre pour nous-mêmes. Et c'est en fait l'exemple, je pense, que Trump veut que l'Europe suive. Et je pense que lorsqu'on parle de la relation entre les États-Unis et Israël, c'est peut-être, en fait, à bien des égards, un exemple que d'autres alliés américains devraient observer. Pour entretenir des relations durables et solides avec les États-Unis, il faut faire sa part comme Israël et pas juste tendre la main à l'Amérique. Non, il faut être prêt à se battre pour soi-même avant que l'Amérique ne vous voie comme un bon allié. C'est aussi ce qu'a dit J.D. Vance. En rapport avec ce que vous venez de dire, l'OTAN vient d'abattre un missile iranien qui se dirigeait vers la Turquie d'ailleurs. D'accord. Et je veux aussi dire que nous devrions écouter le secrétaire à la Défense, qui se fait appeler le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, qui, lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, sur la présence de troupes au sol, etc., a répondu « Ne me demandez pas de vous dire des choses que l'ennemi écoute. Je ne vais pas répondre à ces questions. » Et puis le sénateur Lindsey Graham a aussi dit hier, je crois que nous n'avons encore rien vu. Dans les prochains jours, nous allons voir des choses énormes. Il n'a pas précisé quoi, mais il a parlé d'un grand événement, quelque chose, et ça semblait sérieux. Ce qui attend l'Iran est encore plus important que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je me suis mal exprimé. C'est le secrétaire à la guerre, pas le vice-président, qui a parlé d'Israël comme d'un bon allié. Je les ai confondus et je m'en excuse. J.D. Vance est occupé à faire une petite danse pour essayer de ne pas perdre les partisans de Tucker Carlson, les antisémites et sa base, ce qui énerve aussi beaucoup Trump à ce stade. Il essaie de ne pas les perdre, eux ou eux, et il dit « Vous savez, un débat sain au sein du Parti républicain est très bon, même lorsque ce débat sain implique que des gens accusent les Juifs de tout aussi gravement qu'Hitler les a accusés. » Quand on a demandé au président Trump hier « Est-ce que Netanyahou vous a forcé la main ?» il a répondu « Non, c'est moi qui ai forcé la main de Netanyahou, non ?» Je pense, et des personnes plus intelligentes que moi l'ont dit, que l'ambassadeur américain en Israël, Huckabee, l'a exprimé très éloquemment. Trump n'est pas connu pour être un faible, c'est un homme fort, n'est-ce pas? Et toute l'idée que Netanyahou puisse venir voir Trump et lui dicter ce qu'il doit faire et convaincre ce leader faible, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est complètement faux. Comme souvent avec l'antisémitisme, c'est irrationnel. Comment croire que l'Amérique agit uniquement pour Israël? L'Amérique est concernée car l'Iran menace les États-Unis. Pourquoi développer des missiles longue portée? L'Iran possède déjà des missiles pouvant atteindre Israël et l'Europe. Pourquoi faire des missiles plus longue portée? Il n'y a qu'une raison, ce n'est pas pour viser l'Antarctique, il y a une explication. Et ils ont frappé Chypre. Des intérêts britanniques à Chypre. Donc oui, ils en sont capables. Et d'ailleurs, toute personne qui dit que Netanyahou, et cela inclut la gauche israélienne, le groupe Tout sauf Bibi en Israël, ainsi que les antisémites et les autres qui critiquent Israël. Quiconque dit que Netanyahou a forcé la main de Trump et tout le reste, c'est du 2 en 1. Ce que cela fait, c'est insulter ces deux dirigeants parce que cela insulte Trump en disant qu'il se laisse manipuler par Netanyahou. Et cela insulte Netanyahou en disant qu'il fait d'une certaine manière quelque chose de sournois pour obtenir quelque chose. Et vous savez, la gauche israélienne aime dire de façon très immorale que ce qu'il fait a un rapport avec les prochaines élections. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi des élections de mi-mandat là-bas. Mais soyons honnêtes, c'est une menace mondiale. Et la raison pour laquelle les Américains peuvent se permettre le luxe de l'ignorer ou non, de prêter attention à ce qui se passe dans l'actualité et d'écouter simplement les vidéos populaires sur TikTok. C'est précisément parce que si vous avez une défense solide et que quelqu'un d'autre se bat pour vous,
On dit toujours cela en Israël, que sans l'armée israélienne, l'armée de l'air, la marine, etc., et sans les communautés frontalières, nous, à Tel Aviv, ne pourrions pas rester assis à boire nos cappuccinos. C'est tout l'intérêt d'avoir une société libre, c'est d'avoir une armée qui permet aux civils de vivre en paix. Mais alors, vous ne pouvez pas attaquer votre armée et vous ne pouvez pas dire que la force militaire est toujours mauvaise. Je voudrais répondre à ceux qui disent que cette guerre est politique, utile à Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Je ne suis pas sûr que cela mérite une réponse sérieuse, mais je souhaite donner une comparaison historique. Vous savez, je suis presque passionné d'histoire. En 1981, quelques semaines avant une élection en Israël, Menahem Begin a décidé de bombarder et de détruire le réacteur nucléaire juste à l'extérieur de Bagdad, aux Irak, où Saddam espérait aussi obtenir une arme nucléaire. Ça remonte à combien d'années maintenant? Presque 45 ans, mais je m'en souviens. Je suis assez vieux pour m'en souvenir. C'était célèbre à l'époque, et Israël a agi. À l'époque, l'Amérique nous a condamnés, mais a ensuite reconnu que c'était une très bonne chose que vous aviez faite. Mais à l'époque, nous avons été condamnés et il y a même eu une résolution du Conseil de sécurité que l'Amérique a soutenue avec tout le monde, condamnant Israël. Ils retardaient, je crois, les livraisons de F-15 ou F-16 à Israël car ils étaient très contrariés par notre action. Mais Begin a été directement interrogé. « L'avez-vous fait pour l'élection ?» Et bien sûr, il a répondu avec intégrité. « Pourquoi? Je ne ferai jamais cela pour la politique. Je ne mettrai pas nos pilotes en danger pour des raisons politiques. » Mais la chose la plus logique à dire, c'est que si cela avait échoué, cela aurait été un désastre politique pour Netanyahou, n'est-ce pas? Si l'opération avait échoué et que des pilotes israéliens étaient capturés en Irak, il aurait sans doute perdu l'élection. Netanyahou le sait. Non, pour Begin, Ruti. Exact. Ce que je dis, c'est que si Netanyahou et Trump agissent pour des raisons politiques, c'est une supposition car on ne sait pas. En utilisant l'action militaire, on espère que tout se passe bien. Tu prévois au mieux chaque éventualité, mais il y a toujours un certain niveau d'incertitude, et tu ne sais pas comment ça va se terminer, et tu ne sais pas quel prix tu vas devoir payer. Et donc je pense, je connais Netanyahou bien mieux que Trump, mais l'idée que tout cela soit politique, Netanyahou en parle, et Trump aussi d'ailleurs, depuis des années du danger d'un Iran nucléaire, depuis des années de leur programme de missiles balistiques, depuis des années de leur soutien aux groupes terroristes dans toute la région. Ce n'est pas nouveau, c'est le moment d'agir, car si ce n'est pas maintenant, quand? Je crois que c'était Netanyahou qui a dit dans son interview à Fox cette semaine, il a dit qu'ils essayaient de relancer leur programme et qu'ils allaient le faire profondément sous terre. Et s'ils allaient de l'avant, leur programme serait, dans une certaine mesure, nous ne pourrions pas le détruire parce qu'il serait tellement profondément sous terre. Il était important que nous agissions maintenant. Et la vérité, c'est que lorsque tout cela sera terminé et que nous aurons réussi d'une manière ou d'une autre, l'Amérique et Israël, car c'est impossible, l'Iran ne peut pas gagner cela, oui. Quand tout cela sera terminé, j'espère au moins que tous ceux qui critiquent aujourd'hui diront « Eh bien, c'était une bonne chose ». Peut-être un peu comme la frappe israélienne de 1981 sur le réacteur nucléaire irakien. Les gens diront « Oui, oui ». Même les critiques d'aujourd'hui finiront par dire que la bonne décision a été prise. Eh bien, nous verrons parce que je sais que les critiques actuelles de Netanyahou en Israël ne lui en attribueront jamais le mérite. Ce qu'ils diront, c'est « Oh, c'était bien et c'est de la chance ». Je ne sais pas. Ils l'attribueront à quelqu'un d'autre. Ou alors, ils diront « Oh, Netanyahou veut s'attribuer le mérite de cette victoire alors qu'il a échoué de façon si lamentable à Gaza ou à anticiper Gaza ». Ils trouveront un moyen de le minimiser. Mais l'une des choses qu'il est vraiment crucial de répéter encore et encore, c'est que la préemption n'est pas de l'agression. L'agression, c'est l'agression. Et nos ennemis sont agressifs et frappent souvent de manière agressive. Nous, en Israël et en Amérique, frappons soit de manière défensive, soit de manière préventive. Mais même lorsqu'elle est préventive, elle reste défensive. Et c'est une erreur que font les Occidentaux. Ce n'est pas parce que vous lancez une attaque, comme vous l'avez dit, le réacteur d'Osirak en est un bon exemple. Et le réacteur syrien en 2007, c'est un autre bon exemple. Si vous éliminez quelque chose avant que cela ne devienne une menace, vous faites quelque chose de défensif, pas d'offensif. Je suis d'accord. Nous manquons de temps, mais je veux finir sur une note optimiste.
Je crois que cela sera bénéfique pour les États-Unis et pour Israël. Il y aura une victoire d'une manière ou d'une autre. Et quand cela arrivera, je pense que l'Amérique et Israël pourront s'attendre à avoir une bien meilleure relation avec l'Iran. Quand cela arrivera, je pense que vous verrez les alliés iraniens, les membres de ces groupes terroristes qui ont causé tant de problèmes ces dernières années, Hamas, le Djihad islamique, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, ils deviendront tout simplement largement insignifiants. Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas, comme un moustique, vous piquer parfois, mais leur puissance disparaîtra, car sans les Iraniens pour les réarmer et les financer, ils ne seront plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et je pense en fait, et là tu vas faire une drôle de tête, Ruti, mais je pense qu'en réalité, vaincre l'Iran sera bénéfique pour la paix entre Arabes et Israéliens. Je veux dire, au final, on a vu tous ces pays arabes, certains d'entre eux ne nous aiment pas. Il y a environ 7 ou 8 pays arabes et aussi la Turquie, tous attaqués actuellement par l'Iran, comme tu l'as dit. Des missiles iraniens tombent sur tous ces pays. Certains d'entre eux sont restés neutres dans la guerre. Ce n'est pas comme s'ils avaient pris le parti des Américains ou des Israéliens. Non, ils ont dit qu'ils restaient en dehors de tout ça. Et pourtant, l'Iran les a attaqués. Donc, j'espère non seulement une meilleure situation sécuritaire, mais je pense que lorsque tout cela sera terminé, nous pourrions aussi voir une dynamique de paix très positive. Oui, eh bien, je l'espère vraiment. Et comme d'habitude, nous arrivons à la fin de cette émission et nous verrons ce que la semaine nous réserve, car s'il y a encore des missiles qui volent partout, il se peut que nous ne puissions pas nous rendre au studio à Jérusalem. Mais peut-être que nous pourrons, qui sait? En tout cas, il faut que tout le monde sache que les Israéliens sont très joyeux en ce moment, malgré le fait qu'ils courent souvent vers les abris anti-bombes. Je vais vous dire pourquoi ils sont joyeux, parce qu'ils pensent que, enfin, cette menace qui existe depuis des décennies, la menace d'un État islamiste radical doté de l'arme nucléaire. Oui, qui dit « mort à Israël, mort à l'Amérique ». Chaque matin, avant même de prendre leur petit déjeuner, cette menace va enfin se dissiper. Et c'est pourquoi ils sont prêts à supporter la douleur des missiles qui arrivent. Ils le comprennent massivement, partout en Israël. Ils comprennent que c'est la bonne chose à faire. C'est le cas. Shalom, à la semaine prochaine, Ruti. Au revoir.